Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Aujourd'hui, j'accueille dans Oser la reconversion Philippe, chargé de relations entreprises chez Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, et Yannick, RH chez Beneteau, groupe de construction navale. Nous vous avons présenté dans l'épisode 70 Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, cette association qui vous aide gratuitement à vous reconvertir grâce à des dispositifs financiers, ateliers, webinaires. Le dispositif PTP de Transition Pro permet de faire financer une formation pour changer de métier tout en restant salarié de son entreprise et continuer à percevoir son salaire. Un véritable coup de baguette magique. Pour cette hors-série, nous accueillons aujourd'hui Philippe de Transition Pro et Yannick RH pour nous parler des liens entre Transition Pro et employeur. Comment annoncer à son employeur qu'on souhaite bénéficier d'un dispositif de Transition Pro et comment préparer son départ en formation. Quelles formalités cela implique côté RH? Est-ce un dispositif avantageux côté entreprise à proposer à ses salariés? Et bien sûr, comment monter un bon dossier pour financer sa reconversion. Un épisode unique avec toute l'expertise de Transition Pro de Philippe et l'œil RH de Yannick. Mais je ne vous en dis pas plus et laisse place à ma conversation avec Philippe et Yannick. Bonjour Philippe et Yannick, bienvenue dans Oser la reconversion. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter peut-être d'abord Yannick et puis ensuite Philippe? Donc je suis Yannick Rossillon, je suis chargé de formation à Construction Navale Bordeaux, qui fait partie du groupe Beneteau. J'ai 49 ans, je travaille dans cette entreprise depuis 8 ans à peu près, et avant j'ai eu la chance de travailler aussi dans un organisme de financement, un OPCO, voilà, pendant 7 ans à peu près, où j'ai eu l'occasion de moi aussi m'occuper de financement de formation. Donc je suis Philippe Bernot, j'ai 54 ans. Je travaille chez Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, Transition Pro anciennement Fongesif, où je m'occupe de l'analyse des dispositifs de reconversion que nous portons, également du développement de ces dispositifs, parce que ça change sans arrêt, et également des partenariats pour aller trouver de l'argent ailleurs, justement pour financer davantage de projets de reconversion. Et j'y travaille depuis maintenant 14 ans. Alors aujourd'hui, nous allons présenter plus précisément Transition Pro Nouvelle-Aquitaine, mais il faut savoir qu'il existe un Transition Pro dans chaque région. Donc si les auditeurs viennent d'une autre région que la Nouvelle-Aquitaine, ils peuvent tout à fait se rapprocher de leur Transition Pro. Alors l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, donc avec Yannick, donc tu es RH et Philippe, tu es chargé de relations entreprises chez Transition Pro. L'idée c'est de montrer Transition Pro comment ça fonctionne côté employeur, côté RH, côté entreprise et surtout d'aider les auditeurs à annoncer à leur employeur qu'ils souhaitent bénéficier d'un dispositif de financement Transition Pro parce qu'on avait déjà fait un épisode avec Pascal et Thierry de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Donc, c'est l'épisode 70 pour les auditeurs qui voudraient aller l'écouter. Je mettrai le lien dans la description où on présentait dans cet épisode plus particulièrement les dispositifs, le fonctionnement et on a eu beaucoup de questions des auditeurs sur comment l'annoncer à son employeur, comment ça se passe côté formalité. Donc, l'idée de l'épisode d'aujourd'hui, c'est de présenter toute cette partie côté employeur. Mais peut-être, Philippe, avant de commencer, est-ce que tu peux nous présenter rapidement Transition Pro et les dispositifs de financement de la reconversion pour les auditeurs qui ne connaîtraient pas encore Transition Pro? Oui, bien sûr. Alors Transition Pro, comme tu l'as dit, donc il y en a un par région, donc il y en a 18. C'est une association qui est gérée par les partenaires sociaux. C'est un organisme qui existe depuis plusieurs décennies, depuis plus de 40 ans, qui s'appelait jusqu'en 2020 le Fongesif. Donc je pense que ça parlera pour aux auditeurs. Et donc notre rôle depuis plusieurs décennies, c'est d'accompagner les reconversions des salariés du secteur privé, exclusivement du secteur privé, donc dans n'importe quel deuxième
vie professionnelle ou troisième vie professionnelle en fonction des aléas de la vie de chacun, des besoins, des contraintes, mais aussi des rêves et des passions que certains salariés peuvent avoir. Voilà, donc quand je dis accompagner, on a un rôle aussi très important de financement pour faciliter ces reconversions à travers les différents dispositifs dont on va parler après, je pense. Oui, alors c'est assez incroyable hein, parce que souvent pour les auditeurs, le problème c'est de financer sa reconversion, c'est le principal frein je pense. Et vous, vous êtes un peu le coup de baguette magique puisque vous permettez de financer les reconversions. Alors est-ce que tu peux nous présenter les deux dispositifs dès maintenant, Philippe, donc le dispositif d'émission reconversion et PTP? Alors, je vais plutôt parler du dispositif PTP, hein, qui est le projet de transition professionnelle. Et c'est vrai que cette baguette magique, donc qui existe encore une fois depuis 40 ans, tous les salariés ne la connaissent pas, comme tu dis, malheureusement. Et le fait que ça a changé de nom, ben beaucoup de personnes ont pensé que la baguette magique, elle n'existait plus du tout et que c'était plus possible. Mais en fait, ça existe toujours, et c'est toujours le même principe. C'est la possibilité pour un salarié d'aller suivre une formation pendant un an en général, maximum, hein, et au lieu d'aller travailler, donc la personne va aller se former, mais la particularité, alors c'est non seulement évidemment qu'on va prendre en charge la formation, bon, parce qu'on sait que les formations ça coûte cher, mais surtout, et c'est ça le coup de baguette magique, c'est qu'on va maintenir le salaire de la personne pendant toute sa formation. Donc ça veut dire que ça ne coûte rien à l'employeur et le salarié va garder le même niveau de vie pendant toute sa durée de formation. Donc c'est aussi l'esprit du dispositif, c'est de pouvoir aller se former l'esprit suffisamment libre en gardant le même niveau de vie, parce qu'on sait que retourner en formation c'est pas facile. Voilà, donc c'est le principe du dispositif PTP, et c'est vrai, tu l'as dit, il y a d'autres dispositifs qui existent, des missions reconversion. Il y a un autre dispositif qui s'appelle transition collective. Il y a de nouveaux dispositifs qui vont naître en 2024. En fait, il faut bien comprendre que ce domaine de la formation évolue de plus en plus et qui va continuer à évoluer, notamment avec la réforme des retraites. Donc c'est vraiment un outil voilà, qui est très utile pour les salariés aussi par rapport à l'allongement des carrières, mais également pour les employeurs, pour Yannick, pour gérer les ressources humaines au sein de l'entreprise. Donc c'est assez incroyable comme dispositif, donc ça permet à la fois de faire financer, sa formation et en plus de maintenir son salaire, donc c'est vraiment, vraiment incroyable. Aujourd'hui, on va parler un peu plus de comment l'annoncer à son employeur. Donc Yannick, toi, tu as l'habitude justement de traiter, des projets, PTP côté RH. Alors à quel moment tu abordes ces questions? Est-ce que c'est plutôt, les salariés de ton entreprise, qui viennent, t'en parler? Est-ce que c'est toi qui les suggères? Comment ça se passe en général? Alors j'ai la chance d'avoir une triple expérience en fait au niveau du CIF comme du projet de transition pro, puisque j'ai eu l'occasion de traiter des dossiers de congé individuel de formation quand je travaillais en OPCA, en OPCO, puisque on avait la possibilité de traiter ce type de dossier. Donc j'ai eu l'occasion de recevoir des dossiers qui étaient envoyés par des salariés d'entreprise pour pouvoir se faire financer. J'ai eu l'occasion aussi de profiter moi-même d'un congé individuel de formation, puisque j'ai rempli un dossier et j'ai eu la possibilité de profiter de ce dispositif moi-même dans ma carrière. Et maintenant, j'en profite du côté employeur. Enfin, je vois le dispositif du côté employeur où des gens viennent me voir pour justement poser des questions sur comment fonctionne ce dispositif, comment est-ce qu'on peut en profiter et comment ça marche de manière générale. Donc, j'ai une vision assez 360 en fait de ce dispositif. Et quand les salariés viennent me voir, c'est principalement en fait les salariés qui viennent nous voir quand ils ont des questions. Sur comment ça fonctionne, j'ai un projet de formation, etc. Et en fait, parce que nous on essaye de faire un petit peu la promotion de ce type de dispositif, entre autres quand on parle du CPF, on a aussi l'occasion de parler du CPF de transition pro. Mais c'est assez difficile en fait de pouvoir communiquer de manière claire et surtout d'être entendu lorsque les salariés ont pas eux-mêmes déjà des projets en fait. C'est souvent les salariés qui sont déjà sensibilisés parce qu'ils ont une idée en tête, ils ont un projet en tête et à ce moment-là ils se disent bon comment est-ce que je peux réaliser. Et c'est des fois difficile de communiquer sur ce type de dispositif quand on n'a pas en fait en face des gens qui sont prêts à entendre en fait.
Maintenant, quand les salariés viennent me voir, la première chose en fait à discuter avec eux, c'est quelle est exactement l'ampleur du projet. Et c'est là où il faut discuter, prendre le temps de discuter un petit peu avec la personne, puisque des fois, derrière un besoin évoqué de formation, on s'aperçoit assez rapidement que c'est pas toujours de la formation qui est demandée. Donc, c'est des fois un mal-être dans son travail, une envie de progresser, envie de faire autre chose dans son travail, mais peut-être rester dans l'entreprise ou partir dans l'entreprise. Donc, déjà, le premier travail, c'est d'écouter la personne pour pouvoir savoir exactement si le projet est vraiment de la formation. Ensuite, dans le cadre effectivement d'un projet qui demande du temps de formation, de la reconversion, etc., là on peut commencer à discuter du dispositif, de comment ça fonctionne. Donc moi en tant qu'entreprise, je dirais que la première chose à faire, c'est déjà de réussir à débloquer un temps pour pouvoir écouter le salarié et pouvoir le rediriger après, quel est le bon dispositif ou la bonne réponse à apporter en fait à ce que la personne demande et à son besoin. Ensuite, après, quand on commence véritablement à discuter de formation, du projet de la personne, qu'on s'aperçoit que le projet de transition pro est vraiment le dispositif qui peut permettre de répondre aux besoins de la personne, là, on va commencer à discuter un petit peu de manière pratico-pratique. Et la première chose à voir, c'est est-ce que la personne en a parlé à son manager. En tout cas, au niveau de Construction Navale Bordeaux et du groupe Beneteau, le manager est vraiment la personne avec qui il y a la première discussion sur le projet professionnel, que ce soit dans l'entreprise ou bien peut-être à l'extérieur dans l'entreprise. Mais déjà, c'est la première personne, parce que c'est aussi auprès de lui que moi, en tant que RH, je vais aller poser la question, est-ce que cette personne t'a parlé de son projet? Est-ce que tu es OK pour que cette personne parte potentiellement en formation pendant un temps long derrière? Est-ce que c'est facile pour toi de pouvoir aussi trouver un remplacement pendant la période où la personne sera absente, etc., etc. Donc le manager et évidemment le RH qui s'occupe de la zone sont les interlocuteurs aussi, les premiers interlocuteurs en fait de la personne. Moi, en tant que personne en charge de la formation, je vais pouvoir répondre sur des aspects techniques, de comment ça fonctionne, quelles sont les démarches à faire, qui sont les personnes à contacter, etc. Voire faire du soutien, envoyer des liens, etc. Ouais, parce que vous êtes un gros groupe, hein, il y a combien de personnes à peu près? Alors, le groupe Beneteau au niveau de la division bateau, puisqu'on on est un chantier naval, on fabrique des bateaux, il y a à peu près 7000 personnes sur la division bateau France. Après, il y a des sites aussi à l'étranger, Italie, États-Unis, en Afrique du Nord, etc. Donc il y a plusieurs effectivement usines en fait à l'extérieur de la France, mais sur la France elle-même, on est à peu près 7000. Et alors, qu'est-ce que vous conseillez de faire en premier? Donc, pour les auditeurs qui ont envie de profiter de ce dispositif, bon, alors déjà, j'imagine repérer la formation dont on veut bénéficier. Mais ensuite, en premier, qu'est-ce qu'on fait? On en parle à son manager, on va d'abord contacter Transition Pro pour voir si son dossier va passer déjà. Qu'est-ce que vous en pensez tous les deux? On fait quoi en premier? Alors, si je peux me permettre, je dirais que déjà, la première étape, évidemment, c'est un petit peu de se renseigner, savoir quelle formation on veut faire. Parce que selon effectivement le projet professionnel qu'on va avoir, est-ce que ça va être une formation courte? Est-ce que ça va être une formation longue? La réponse aussi en termes de dispositif sera complètement différente. Si c'est une formation courte, peut-être qu'un CPF simple suffira. Il n'y aura pas forcément besoin de mobiliser du salaire, on peut poser quelques jours de congé, et puis finalement, on va le faire tranquillement sans avoir à poser la question à son employeur. Ou alors, on pose la question à son employeur et on voit avec lui s'il est intéressé sur du cofinancement sur une formation courte. Mais si on est sur une formation qui va dépasser en général 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 6 mois, etc., là, on peut pas, à moins de poser du sans solde et d'avoir la possibilité de ne pas percevoir de salaire pendant 6 mois, tout le monde a besoin de manger. Donc, on ne peut pas faire autrement que d'essayer de chercher d'autres dispositifs. Et dans ces cas-là, effectivement, on peut s'intéresser aux dispositifs de transition pro. Mais effectivement, déjà, définir son projet, c'est la première chose avant de commencer un petit peu à en parler. On peut évidemment en parler un petit peu en amont à son manager. J'ai des envies d'eux. Voilà, j'ai envie de progresser, j'ai envie d'acquérir telle compétence, tel métier pourrait m'intéresser. Et le manager peut aussi voir s'il y a des possibilités dans l'entreprise. Mais des fois, ce n'est pas possible. Des fois, l'entreprise a une activité complètement différente et il n'y a pas possibilité de réaliser son projet dans le cadre de l'entreprise. Dans ces cas-là, quand le projet est un petit peu plus défini, que la personne sait quelle formation elle veut faire, vers quel métier elle veut se diriger, dans ce cas-là, oui, il faut en parler au manager ou au RH qui est concerné pour pouvoir commencer à avoir les possibilités de départ en formation. Et après, Transition Pro va arriver derrière pour pouvoir évaluer les possibilités de financement du dossier.
Philippe, après, vous conseillez aussi un peu sur les projets. On peut vous contacter, demander un rendez-vous et puis vous aider un peu même au début de la recherche. Comment ça se passe? Alors, on a une offre de service, en effet, hein, pour expliquer toute la démarche du projet de transition professionnelle, mais aussi des autres dispositifs, hein. Tu as mentionné tout à l'heure le dispositif d'émission reconversion. Donc là, on est, comme le nom l'indique, sur un dispositif pour des salariés qui, à certaines conditions, peuvent, s'ils ont un projet de reconversion, démissionner et pouvoir percevoir les allocations de retour à l'emploi. Et pour cela, ils doivent passer par nous pour qu'on valide leur projet. Sur ce dispositif-là, la seule différence qui est de taille, c'est qu'on n'a pas un rôle de financeur. Nous ne payons rien, mais par contre, il faut impérativement passer par nous pour que nous puissions valider le caractère réel et sérieux, pour reprendre les termes de la loi du projet de reconversion. Dans notre offre de service, on va questionner la personne sur sa situation et en fonction de cela, plusieurs possibilités. Donc, ou bien on va lui indiquer le dispositif qui est le plus adapté, mais le plus souvent, ce qu'on va faire, sauf si son projet, comme dit Annick, est très bien ficelé avec je sais exactement ce que je veux faire, j'ai trouvé l'organisme de formation, j'en ai contacté plusieurs, j'ai comparé les coûts, j'ai comparé les durées, j'ai regardé derrière si en effet il y avait de l'emploi, si c'est pour retrouver un emploi de salarié. Donc si tout est extrêmement ficelé, on va leur indiquer juste la procédure pour déposer un dossier, qu'en effet d'abord il faut contacter l'employeur, lui demander une autorisation d'absence. Donc, il y a des étapes qu'il faut respecter, qui sont prévues par le cadre légal. Si en revanche, on voit qu'il y a des hésitations, des choses qui sont pas encore complètement claires pour le salarié, on va le rediriger vers les conseillers en évolution professionnelle, donc ce service gratuit et confidentiel qui existe depuis pas mal d'années maintenant, pour justement mettre tout à plat et permettre aux salariés de construire son projet. Et d'ailleurs, parce qu'on a aussi des gens qui nous appellent, qui se posent des questions, mais qui ont un embryon de projet, ou presque pas de projet, mais qui se posent des questions sur leur situation professionnelle, comme la moitié des salariés d'ailleurs, si on en croit les enquêtes qui sont faites chaque année depuis plus de 10 ans, puisque c'est à peu près ça les ratios. On va les rediriger, donc toutes ces personnes, vers les conseillers en évolution professionnelle pour répondre à leurs questions. C'est pas forcément pour se reconvertir, mais au moins ça va leur permettre de parler avec quelqu'un de neutre, des questions qui se posent, et peut-être de se dire, je suis très bien là où je suis. Notre objectif, c'est que les personnes soient bien dans leur travail, qu'elles y restent ou qu'elles en partent, mais c'est ça l'objectif. Alors, ce qui est important à noter, c'est que le salarié, quand il va contacter Transition Pro, ça reste confidentiel. Donc, l'employeur n'est pas averti automatiquement. Voilà, je le dis parce que tous les RH ne sont pas aussi sympas que toi, Yannick. Ne le prennent peut-être pas aussi bien. Donc, l'idée, c'est que les auditeurs peuvent contacter Transition Pro. Tout le moment où ils vont monter le dossier avec vous pour voir s'ils sont éligibles, tout ça, ça reste confidentiel. Mais il y a un moment où ils doivent en parler à leur employeur. Donc, c'est ça dont tu parles, Yannick. C'est important de d'abord en parler au manager, le RH. Ça, c'est à quel moment à peu près qu'on doit en parler ? Alors, il faut savoir que l'entreprise, techniquement, a un certain temps, en fait, où elle peut réfléchir à la proposition, voir si, effectivement, elle est OK pour que la personne parte. Donc, concrètement, en tant qu'entreprise, à partir du moment où un salarié nous fait part d'une demande de formation en transition pro, nous, on a 1 mois, en fait, pour pouvoir donner une réponse. Donc moi, ce que je conseille toujours aux gens, c'est quelle que soit la relation, on peut avoir une très très bonne relation avec son entreprise, mais c'est toujours bien de pouvoir statuer les choses, pour pouvoir dire, voilà, je fais ma demande officiellement, et faire une demande par courrier datée, pas forcément recommandée, ça peut être de la main propre, etc. Ça dépend évidemment du rapport que vous avez avec votre entreprise, mais c'est toujours bien de faire une demande écrite, datée, de la remettre pour que l'entreprise ait aussi techniquement la possibilité de dire voilà, la demande a été faite officiellement à telle date, je dois répondre avant telle date.
Voilà. Donc ça, c'est une étape importante parce qu'évidemment, vous, à Transition Pro, vous aurez besoin de l'autorisation de l'entreprise pour que la personne puisse passer en commission pour qu'il y ait une possibilité de financement. Donc, en fait, il y a tout un rétro-planning qu'il faut réussir à faire avec la personne, qui va partir de quand est-ce que je pars en formation, ok. Donc, pour partir en formation, il faut que j'ai le financement. Donc, quand est-ce que mon dossier va partir en financement? Donc, on va compter à peu près, je dirais, en moyenne 3 mois. Philippe, tu diras peut-être, Ouais. voilà, 3 mois avant le départ en formation. Donc, pour que mon dossier passe en commission au niveau de Transition Pro, il faut que mon dossier soit complet. Donc, mon dossier doit être complet avec l'autorisation de l'employeur. Donc, il faut au moins que ce soit un mois avant que mon employeur ait eu la demande officielle de départ. Donc, évidemment, il peut y avoir des discussions en amont. Donc, je dirais, avec ce rétro-planning-là, ça peut donner quand même une idée. Il faut évidemment que le projet soit complet pour pouvoir enfin, au moins bien avancé avec un organisme de formation, etc., pour pouvoir le proposer à l'employeur. Donc, il faut encore quelques mois en amont pour pouvoir aussi commencer à discuter avec l'organisme de formation, voir quand est-ce que justement seront les dates de début de formation, etc., etc. Donc, un projet comme ça peut demander à s'y prendre entre 6 mois et 6-8 mois, je dirais, pour être relativement à l'aise avant le début de la formation. Ouais, donc là, si on veut, par exemple, démarrer une formation en septembre, c'est le bon moment pour commencer un peu à monter son dossier. Oui, au moins rechercher les organismes qui peuvent être intéressants, qui peuvent correspondre à ce qu'on veut faire, le diplôme qu'on vise ou le métier qu'on veut exercer. Voilà, c'est à peu près ça. Je suis tout à fait d'accord avec Yannick, hein. Je pense qu'il donne un très bon conseil là aux auditeurs. Je pense que 6 à 8 mois avant la formation, c'est le bon timing. Une reconversion, de toute façon, on n'en fait pas 15 000 dans sa vie, même si on change de plus en plus de métiers. Voilà, donc 6 mois, c'est pas non plus énorme. Et puis, il y a des délais, comme Yannick l'a dit, il y a des délais légaux à respecter. La demande d'autorisation d'absence à l'employeur, la loi dit c'est au plus tard 120 jours, donc 4 mois, avant le début de la formation. Mais au plus tard, au plus tôt, il n'y a pas de minimum. Donc on peut très bien anticiper et faire sa demande avant. Nous, on voit aujourd'hui des demandes, là, je regardais encore hier, de personnes pour des formations d'infirmières, donc qui commencent en septembre, qui ont commencé leur dossier en novembre, il y a 3 mois, vous voyez. Donc plus on anticipe et moins c'est de stress et pour le salarié, mais aussi pour l'employeur, parce que ça lui permet aussi je pense, déjà d'anticiper. Alors c'est vrai que parfois, quand on a un petit peu peur de l'annoncer, on a tendance à attendre un peu le dernier moment. Mais finalement, le conseil, c'est justement ne pas hésiter à en discuter parce que plus c'est fait tôt, bah, côté employeur, ça vous permet vous aussi de vous organiser. C'est peut-être mieux pris finalement. Bien sûr. Et puis, il faut voir aussi que l'employeur n'est pas obligé d'accepter la demande. Il ne peut pas forcément la refuser, parce que si la personne veut partir, eh ben, on n'a pas le droit de refuser, mais on peut dire non, pas maintenant. C'est-à-dire au niveau du service, au niveau de l'année, comment elle s'envisage, comment est-ce que les possibilités de remplacement aussi, selon le type de métier de la personne, parce que si la personne a un métier vraiment hyper important dans l'entreprise et que elle est difficilement remplaçable, et ben peut-être que ce sera compliqué, qu'il faudra mettre en place effectivement des stratégies au niveau de l'entreprise pour pouvoir voilà, que les compétences soient toujours assurées si elles sont capitales dans l'activité de l'entreprise. Donc l'entreprise peut dire non, je peux pas maintenant, on décale. Donc il faut être prêt aussi quand on fait cette demande à ce que l'entreprise dise non, c'est pas possible maintenant. Est-ce qu'on peut pas effectivement reporter à une formation dans 6 mois ou bien l'année prochaine? Et dans ce cas-là, on se prépare en amont, on fait les choses, on commence à peut-être transférer tes compétences, commencer à recruter quelqu'un et puis le former aussi avec toi en binôme sur le poste pour que ça puisse effectivement être facile pour toi te permettre de partir et de faire ta formation. Parce que l'accord de l'entreprise est capital et que l'entreprise, si elle a besoin de vous, eh bien, elle va avoir besoin de temps pour pouvoir justement organiser les choses pour que vous puissiez partir en formation. Alors, ce qui est important à noter, c'est que c'est une autorisation d'absence, hein, comme vous l'avez mentionné, puisque quand on va aller suivre cette formation, on ne va pas démissionner pour aller suivre cette formation. On reste encore en poste, donc avec maintien du salaire, maintien des avantages. Et à la fin de la formation, voilà, même si ça ne nous a pas plu, en fait, on peut réintégrer son poste dans l'entreprise. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, toi, Yannick, que des personnes, à la fin, finalement, elles restent dans ton entreprise?
Alors, à ma connaissance, non, mais c'est tout à fait faisable. J'ai déjà eu des cas dans ma vie personnelle d'autres personnes que je connaissais qui ont été effectivement formées, quelqu'un que je connaissais qui a fait une formation pâtisserie, par exemple, qui est parti de son emploi, qui a fait une formation pâtisserie et qui finalement est revenu dans son emploi parce que les difficultés de pouvoir trouver du travail derrière, c'était difficile pour cette personne et cetera et qu'elle a préféré revenir dans son emploi. Je dirais que c'est pas la majorité parce que, simplement, on a l'implication émotionnelle et psychologique dans son projet, on a envie de le voir arriver, on apprend des nouvelles compétences, on a envie de les mettre en œuvre derrière et donc de faire ce pourquoi on s'est formé en fait tout seul et dans quoi on s'est investi pendant 6 mois, 8 mois, 1 an. Mais ça peut arriver. Je confirme, ça peut arriver. On le voit, nous, parce que c'est aussi mon travail, justement, quand je disais que j'analysais les dispositifs. Mais comme le dit Yannick, hein, c'est quand même, heureusement, c'est pas la majorité, puisque 8 fois sur 10, sur les enquêtes que nous faisons chaque année, on voit que 6 mois après la fin de la formation, et c'est un délai très court, 6 mois après la fin de la formation, hein, les personnes ont soit déjà trouvé un emploi dans le nouveau métier qu'elles visaient, soit sont en cours de concrétiser leur reconversion. Donc on est quand même sur des taux très importants. Et je dirais c'est peut-être encore plus important depuis que c'est le projet de transition professionnelle, parce que ce sont des dossiers, quand même, il faut quand même le dire, qui sont lourds. On l'a dit, il y a des délais à respecter, mais même au niveau administratif, les papiers qu'on va demander, c'est quand même très lourd. Et il faut être très motivé. Et je pense que Yannick en sait quelque chose en tant qu'employeur. Alors, comment ça se passe justement côté administratif pour les employeurs? Parce qu'on a aussi des RH qui nous écoutent. Alors, peut-être ils découvrent les dispositifs Transition Pro. Comment tu fais un petit peu concrètement? Et puis, voilà, peut-être si tu peux leur donner des conseils, voilà, quand ils sont face à un salarié qui leur dit, bah, moi, j'ai envie d'aller suivre une formation grâce au dispositif de Transition Pro. Comment tu fais, toi? Comment tu réagis? Et puis, comment tu le fais concrètement un petit peu au niveau un peu de l'administratif? Alors, mon expérience, moi, avec les dossiers de transition pro est c'est plutôt simple. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est effectivement depuis le Covid ou la mise en place de la plateforme, qui est, la plateforme justement dématérialisée, en fait, avec Transition Pro, mais, mon entreprise existe, en fait, sur la plateforme de Transition Pro. Lorsque un salarié a déposé un dossier, donc en général je suis au courant en amont puisque comme je le disais, il y a eu des discussions ou en tout cas il y a eu un retour, si c'est pas avec moi en tout cas il y a eu des discussions avec le RH ou le manager, donc souvent on a quand même l'information en amont, mais quand le salarié en fait a complété son dossier et l'a rempli sur la plateforme de Transition Pro, je reçois un mail m'indiquant qu'un nouveau dossier est en cours pour mon entreprise sur la plateforme de Transition Pro. Je me connecte et là, j'ai accès à la partie que je dois compléter moi-même. Donc, principalement la partie salaire, la partie autorisation, les aspects en fait qui me concernent en tant qu'entreprise, c'est-à-dire est-ce que je laisse la personne partir, combien je paye la personne pour que, au niveau du dossier, il puisse évaluer la partie salaire et combien donc je vais être remboursé, combien la personne va être payée pendant sa période de formation. Le calendrier, évidemment, pour que j'ai aussi, moi, toutes les informations pour m'organiser. Et j'ai plus qu'à effectivement remplir cette partie-là, le valider de mon côté, et ensuite ça partira en commission, je suppose, au niveau de transition, une fois qu'il sera complété. Juste pour le rappeler, hein, donc les salaires sont bien payés par Transition Pro, hein, donc pour l'entreprise, ça ne coûte rien. C'est important de le préciser. Vous avez simplement à remplacer cette personne, en fait, donc ça ne coûte rien. Et comment ça se passe vos relations donc parce que c'est assez intéressant parce que donc aujourd'hui, donc on a Yannick RH et Philippe, tu es chargé de relations entreprises. Donc vous êtes tu es l'interlocuteur privilégié des RH. Comment ça se passe un peu? Est-ce que Philippe, toi, tu es là pour aider? Est-ce que c'est des bonnes relations? Alors, la relation avec les entreprises, en fait, mon rôle avec les entreprises, c'est plus justement d'aller communiquer auprès des salariés, en particulier des grosses entreprises, sur les dispositifs de transition, etc. Par contre, évidemment, quand ils m'appellent, je réponds. Quand il y a des problèmes au niveau administratif, c'est pas, on a un service dédié de gestion. Et donc, comme le disait Yannick, hein, d'abord, chaque entreprise a un espace personnel sur notre plateforme. Donc, quand il y a une nouvelle entreprise qui n'a jamais eu de salarié ayant déposé un dossier, on va lui créer un espace. Et après, tout se passe en effet de manière dématérialisée, que ce soit et pour le salarié, et pour l'organisme de formation, et pour l'employeur, que ce soit sur la constitution du dossier, donc en amont, mais une fois que le dossier a été validé, s'il a été accepté,
Donc pendant tout le cursus de la formation, tout va se faire de manière dématérialisée. La possibilité d'envoyer des messages à travers son espace personnel dès qu'il y a un souci. Alors pour les employeurs, ça peut être j'ai pas reçu mon remboursement ou je sais pas, mon salarié est malade, qu'est-ce qui se passe? Voilà, donc pour tout type de questions et à tout moment. Donc il y a vraiment un accompagnement de la part de nos équipes ici pour essayer d'être le plus réactif possible et puis aussi pour relancer aussi parfois parce qu'on a certaines entreprises qui oublient de demander les remboursements des salaires. Souvent, ça concerne souvent des grandes entreprises ou qui ne le demandent pas tous les mois. Donc nous, on les relance, on dit mais il faut qu'on vous rembourse, vous voyez. Donc ça va jusque là aussi, hein, puisqu'on est une association encore une fois à but non lucratif. Donc le but c'est pas de garder les salaires, puisque encore une fois les salaires sont donc payés par l'entreprise et nous les remboursons. Mais le but c'est pas de faire de l'argent à la fin, puisqu'on est une association, faut pas l'oublier. Et quand même souligner, on rembourse les salaires, mais notre accompagnement dans les entreprises va jusqu'à aussi s'adapter aussi aux difficultés qu'elles peuvent avoir. Donc on peut avoir en particulier pour les entreprises de moins de 50 salariés, le fait d'anticiper un salaire, ça peut leur créer des problèmes de trésorerie. Donc là aussi, on a un système qui nous permet d'avancer la rémunération sur 90% du salaire pour qu'il n'y ait pas cette avance à faire pour certaines petites entreprises qui pourraient voir leur trésorerie mise en difficulté du fait juste de cette avance. Donc voilà, on essaie de faciliter au plus, de s'adapter aussi à la situation aux contraintes des employeurs. Et Yannick, là on a parlé de la mise en place et pendant toute la durée, qu'est-ce que ça représente pour toi au niveau formalité administrative? Très concrètement, pas énormément, c'est-à-dire que mensuellement, lorsque la fiche de paye du salarié qui est en formation est émise, mon service paye me la transfère. Donc j'ai juste en fait à la télécharger sur mon espace pour que ça puisse être communiqué à Transition Pro. En conséquence de ça, Transition Pro m'indique quand le prochain virement va être envoyé. Donc je reçois un mail qui m'indique ça. Je transfère l'information à mon service comptable pour les prévenir qu'il y a de l'argent qui va arriver, qui se demande pas d'où ça vient. Et voilà, pendant toute la période de formation. Après, il y a juste effectivement au moment de la fin du dossier où là, effectivement, il peut peut-être y avoir des fois quelques petits allers-retours de demande d'informations complémentaires, aussi bien financiers, pour des questions de primes ou des choses comme ça. Mais voilà. Mon expérience personnelle, en tout cas, me fait dire qu'il n'y a pas non plus une grosse pression administrative, en tout cas. Ça se fait assez simplement. On télécharge des documents. À partir du moment où on les a, on les télécharge directement sur la plateforme. Le retour se fait aussi sur la plateforme directement. On est prévenu par mail. C'est assez fluide. Bon, bah super. Et toi, tu t'en sers beaucoup comme outil RH? Comment ça se passe? Comment tu communiques un peu en interne sur les dispositifs Transition Pro? Alors, la plateforme en elle-même, c'est vraiment plus une plateforme administrative, en tout cas de gestion du dossier, etc. Et puis, on peut voir aussi les anciens dossiers qui ont été mis en place et compagnie. Donc, on a un côté un peu historique. La communication sur le projet de Transition Pro, on communique pas énormément sur le sujet parce que, pour être très honnête, c'est déjà des fois assez compliqué de discuter de formation et ne serait-ce que du CPF. Comme je le disais tout à l'heure, avec notre population, avec nos salariés, parce que des fois, ils ont pas forcément intérêt ou ça leur parle pas forcément, etc. Et toute l'explication sur la formation peut être des fois assez compliquée. La formation en France, c'est pas forcément simple. Donc, on est obligé des fois d'expliquer un petit peu en détail. Faut qu'on explique sans perdre les gens. Donc, voilà. Donc, on essaye effectivement, enfin, en tout cas, moi, dans mon discours, je considère que le projet de Transition Pro, c'est un outil qui peut arriver dans la discussion à partir du moment où une personne arrive avec une envie de projet. Voilà. Où là, je vais pouvoir sortir ma boîte à outils de réponses RH au projet de la personne. Est-ce que ça va être effectivement, est-ce qu'on va lui proposer une possibilité d'évolution, un vie-ma-vie dans l'entreprise, une évolution transversale, si c'est pas vertical, ça peut être horizontal. Est-ce que ça va être de la formation courte par le plan de développement des compétences, de la formation courte par le CPF, ou bien effectivement quelque chose de plus long par le projet de Transition Pro. Alors, il y a plusieurs avantages, je trouve, côté employeur. Il y a
le côté, financier aussi puisque ça peut vous éviter, d'avoir une rupture conventionnelle avec, de lourdes indemnités et puis aussi je trouve qu'il y a quand même un côté social où, bon voilà, on va pas, frustrer des employés qui se sentent mal, qui vont peut-être partir un peu, en claquant la porte, en se disant, à la fin: «Bon voilà, finalement c'était pas terrible cette entreprise» et puis après ça contamine un peu, voilà, on sait qu'on discute beaucoup entre collègues. Je trouve que c'est aussi intéressant parce que ça permet de terminer un petit peu, la carrière d'un employé dans votre entreprise d'une bonne façon, en l'aidant à continuer ensuite. Donc je trouve que c'est assez intéressant aussi côté, entreprise. Voilà, ces 2 facettes, je sais pas ce que tu en penses, Yannick? Bah, moi, je pense que les carrières, depuis quand même un certain temps déjà, les carrières sont de plus en plus diverses. C'est-à-dire que bah, c'est compliqué, des fois, de pouvoir rester dans le même métier, même si on le voulait, hein, de pouvoir rester dans le même métier pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans et cetera. Et des fois, on a envie simplement de changer et entre autres, le projet de transition est intéressant pour ça, pour, l'employé, pour le salarié. Pour l'entreprise, c'est intéressant aussi, comme tu le disais, parce que en accompagnant effectivement un salarié qui veut, changer de métier, voilà, et que l'entreprise n'est pas en capacité de pouvoir répondre à son besoin, et ben, l'accompagner aussi, c'est, conserver un lien positif avec, la personne qui veut partir de l'entreprise et un bon départ et ben, des fois, ça vaut tout en termes de communication, de marque employeur, d'image de l'entreprise. Un salarié qui part, mais qui part bien et content, eh bien, aura la possibilité aussi de pouvoir en parler autour de lui, de parler de l'entreprise, de dire: «Bon, ben, voilà, j'ai travaillé pendant X années dans cette entreprise. Ça s'est passé plus ou moins bien, mais on a réussi à partir dans de bons termes et globalement, bah, finalement, c'était plutôt pas mal». Voilà, ou en tout cas, je suis content de la manière dont on m'a accompagné, ça voilà, ça m'a apporté aussi quelque chose dans ma relation avec, les gens, et avec cette entreprise. Oui, oui, je pense que c'est essentiel parce que, en tout cas, dans ma carrière, quand j'étais, voilà, dans ma carrière juridique, je sais que quand une personne partait, il y avait une espèce de contamination après puisque, voilà, une personne qui est un petit peu, frustrée, elle va commencer à, voilà, parler de tous les points noirs de l'entreprise. Les autres vont commencer à le voir et puis, voilà, ça commence après à être un petit peu, contaminé. Alors qu'une personne qui est heureuse de partir accompagnée, c'est, vraiment toute une autre, ouais, ça donne aussi une autre image, je trouve, une bonne image de l'entreprise. Donc je trouve que c'est super de, pouvoir, montrer, voilà, que vous travaillez main dans la main ensemble pour, la reconversion, des salariés. Alors est-ce que peut-être, Yannick, tu peux nous parler, d'une anecdote d'une reconversion que tu as pu accompagner, et puis aussi après, Philippe, que tu nous racontes quel type de reconversion, peut-être une reconversion qui t'a marqué? Alors, j'aurais, 2 anecdotes en fait par rapport à ça. La première, ce serait, pas forcément dans ma carrière RH, à Construction Navale Bordeaux, à Groupe Beneteau, mais, plus quand effectivement je travaillais en OPCO avec suivi donc de ces dossiers. J'ai suivi plusieurs types de formations, des gens qui ont voulu se reconvertir dans les métiers d'infirmier, ou d'autres, effectivement de progresser, d'avoir un diplôme, dans le métier qu'ils faisaient, mais en tout cas d'avoir un diplôme effectivement, pour pouvoir, valider, progresser dans l'entreprise, voire même construire leur propre après, leur propre entreprise. Mais je crois que ce qui m'a le plus, la petite anecdote qui m'a le plus, marqué, c'est une personne qui travaillait dans un métier complètement différent et qui voulait absolument être pilote d'avion et qui a monté tout son dossier de financement et cetera pour pouvoir passer son brevet de pilote, pour finalement effectivement l'avoir et travailler ensuite alors que c'était pas du tout, au départ son milieu, son envie et cetera et Incroyable. le changement de vie complet, pour pouvoir effectivement devenir, un peu comme, disait, Philippe tout à l'heure, bah, voilà, arriver en fait à jusqu'au bout de son rêve et piloter un avion. En tant que RH, j'ai accompagné plusieurs dossiers puisque, là sur les 4-5 dernières années, on a à peu près, j'ai fait le compte avant le podcast, on a eu à peu près 11 dossiers de demande en fait avec, Transition Pro. Sur les 11 dossiers, il y a à peu près la moitié, 55 en fait, qui ont été acceptés. Sachant que, en fait, globalement, c'est un petit peu plus que ça, puisqu'en fait, on a eu 2 dossiers sur ces 11 qui étaient en fait des demandes renouvelées. Donc, si on globalement, on a à peu près 66 d'acceptation en fait, de dossiers, des dossiers qui sont arrivés jusqu'au bout, financés et cetera. Donc 2 dossiers sur 3 chez nous en tout cas, ont été, financés par Transition Pro à partir du moment où les gens font leurs demandes, et cetera. Donc c'est déjà en lui-même, je trouve que c'est intéressant de voir qu'il y a quand même pas mal de dossiers qui sont acceptés par Transition Pro pour que justement les gens puissent, réaliser leurs projets.
Après, pour nous, comme chantier naval, on a quand même eu la possibilité de voir des gens qui avaient décidé de se lancer dans des choses qui n'avaient absolument rien à voir avec leur métier à l'origine. On a eu des personnes qui ont décidé de se lancer dans le développement web. On a eu des personnes qui se sont lancées plutôt dans l'agriculture, donc des gens qui étaient intéressés par la permaculture, voilà, les nouveaux types d'agriculture, etc., et qui ont décidé donc de changer de métier pour aller directement là-dedans. On a des gens qui ont monté leur entreprise comme dans le sanitaire, dans tout ce qui est plomberie, etc. Donc moins des anecdotes précises, mais plus en fait d'apprécier la diversité en fait que le dispositif peut permettre pour soit réaliser ses rêves, soit vraiment changer complètement de son activité. Et toi, Philippe, tu as une reconversion qui t'a marqué récemment? Alors après 14 ans au FONGECIF et Transition Pro, il y en a beaucoup, je dirais. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais j'ai un point commun avec Yannick, mais moi je suis rentré à l'anciennement FONGECIF, après un CIF moi aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivé ici, un peu par hasard, hein. On arrive toujours dans la formation par hasard. Voilà, c'est ça. Voilà, puisque avant, c'était la première fois que je travaillais en France. Avant, j'étais à l'étranger. Donc, quand j'ai découvert ça, déjà, j'ai dit, mais c'est extraordinaire. Ça n'existe nulle part ailleurs. Je savais pas qu'il y avait des dispositifs comme ça en France. Ça semble un peu presque trop beau pour être vrai. On se dit, Ah mais oui, c'est oui, pas oui, possible. C'est ouais. tellement dingue. Ah oui, donc moi, quand j'ai découvert ça, j'ai dit, il faut absolument que je fasse ça pour pouvoir me réintégrer en France. Et ça a marché, et puis vous voyez, je suis encore là. Mais faut savoir que donc pendant des années, on a accompagné aussi les personnes. On était aussi conseiller en évolution professionnelle par le passé, donc ça s'est arrêté quand on est devenu Transition Pro. Et donc là, on rencontrait beaucoup de gens. Alors j'ai plusieurs exemples, plusieurs anecdotes, mais ce qui m'a toujours surpris, et c'est aussi ce qui me stimulait dans le métier quand on accompagnait les personnes, c'était voir les étoiles qui s'allumaient dans les yeux quand elles voyaient qu'elles allaient pouvoir changer de vie grâce à nos dispositifs. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup marqué, qui était très gratifiant à chaque fois qu'on voyait ces petites étoiles qui s'allumaient. Après des exemples, en effet, on a beaucoup de personnes qui vont vers l'agriculture, beaucoup de personnes qui cherchent du sens. Ça, on le voit justement dans les années ce que l'on fait vers les métiers de la santé. Ça permet aussi de casser certains préjugés en pensant que les métiers de la santé n'attirent plus personne et qu'ils font fuir tout le monde. Et en fait, on constate dans les reconversions que c'est pas du tout le cas. Que d'ailleurs, finalement, tous les secteurs attirent, et c'est pour ça que retenir à tout prix quelqu'un qui va pas bien et inversement pousser quelqu'un qui va pas très bien à partir, à aller voir ailleurs, c'est peut-être pas plus mal parce que voilà, on peut avoir plusieurs vies professionnelles, même si, comme Yannick le disait tout à l'heure, l'appétence pour la formation, c'est quelque chose qu'il faut cultiver parce que tout le monde n'a pas envie de repartir en formation. Mais un exemple concret, moi je me souviens de cette dame qui avait un parcours assez particulier, qui avait élevé ses enfants, la cinquantaine, et qui avait un rêve depuis toute petite, c'était de conduire des camions, voilà, et de traverser l'Europe. Et son métier, elle voyageait déjà pas mal parce qu'elle était couturière, et elle avait voyagé dans pas mal de pays, donc elle faisait des gants pour de la haute couture. Elle avait même été en Corée du Nord. Donc, pour vous dire quand même un parcours de vie assez particulier. Et donc, il y a 50 ans, les enfants sont grands, dit, ben moi, la couture, j'en ai marre, hein, même si ça m'a permis de voyager. Je voudrais conduire des camions, c'était mon rêve. Voilà, donc ça, c'est un des... Ça, voilà, donc il y a des parcours quand même qui sont étonnants. C'est très riche. Faudrait l'interviewer dans Oser la reconversion. Voilà. Et alors, peut-être, Yannick, quel conseil tu donnerais aux auditeurs qui ont peur de l'annoncer à leur manager? Voilà, quelle phrase dire? Comment l'aborder? Est-ce qu'on dit ah je suis pas trop sûre? Voilà, qu'est-ce que tu conseillerais toi qui es un peu de l'autre côté? Ce que je conseillerais, c'est mieux effectivement quand on a un bon contact avec son manager ou son RH, parce que c'est plus facile effectivement pour lancer ce type de conversation. Une personne qui aurait envie effectivement de se lancer dans un projet de reconversion,
Ça peut être bien déjà de prévenir ou d'en parler peut-être au moment des entretiens annuels ou ce genre de choses, parce que déjà le manager ou le RH peut être sensibilisé à ces questions-là et peut-être voir déjà si l'entreprise peut avoir une réponse, ne serait-ce que dans le poste en lui-même. Est-ce que, comme je disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a possibilité d'une évolution transverse, par exemple, passer dans un autre service, sur une autre activité, et tester des choses peut-être avec ce que j'ai appelé tout à l'heure le vie ma vie, peut-être une semaine dans un autre métier, voir si ça nous plaît, etc., pour essayer de voir si la personne en fait trouverait en fait une réponse à ces questionnements en fait dans un autre métier ou une autre possibilité que l'entreprise a en interne. Déjà, en avoir parlé à son manager ou au RH en amont, ça permet aussi de pouvoir préparer à cette discussion potentielle si effectivement, bah non, c'est pas la réponse et que la réponse se trouve à l'extérieur de l'entreprise à travers une reconversion. Et ben, on aura déjà tenté des choses. Il y aura pas de surprise, il y aura pas de soudainement, il y a le seau d'eau qui nous tombe sur la tête. Quoi, tu veux partir ou tu veux aller te former, tu seras pas là pendant 6 mois, etc. Donc, il y aura déjà une conversation en fait qui aura débuté avec l'employeur sur le sujet de l'évolution professionnelle. Toutes les entreprises sont pas aussi matures en fait sur la question de l'évolution professionnelle et ça peut aussi lancer une discussion avec l'employeur en général sur ce type de sujet et comment est-ce que l'entreprise affronte ce type de difficulté. Je dis difficulté, mais c'est pas un obstacle ou c'est pas un problème. C'est juste des fois une situation que l'entreprise a pas forcément l'habitude d'affronter. Et on l'a pas dit, mais comment tu fais concrètement pour remplacer tes salariés qui partent en PTP? Alors, j'interviens moins sur ce type de sujet, donc j'ai pas forcément beaucoup de réponses à donner à cette question, puisque c'est plus en fait les managers en proximité ou les RH en proximité plutôt que moi en centrale qui vais répondre à ce type de questions. Mais ça dépend vraiment des métiers. Surtout nous, dans le nautisme, on va avoir des métiers qui sont vraiment très très précis. Certains métiers qui sont très très précis, difficiles à recruter, donc ça peut être un petit peu plus complexe. On peut faire appel au travail temporaire. On peut faire appel évidemment au CDD. On peut faire appel à savoir effectivement peut-être qu'il y a dans une entreprise un petit peu plus grosse comme la nôtre, il y a peut-être des gens d'autres services qui veulent effectivement bouger, peut-être changer aussi un petit peu l'organisation pour pouvoir répondre à l'absence d'une personne pour formation de manière temporaire. Avec la mobilité interne, ouais. Exactement, il y a tout ce type en fait de dispositifs qui peuvent aussi aider. Basiquement, nous on utilise pas mal effectivement les services des agences de temporaires. D'emploi temporaire, donc ça peut être aussi une réponse et des fois ça permet aussi de trouver peut-être le futur remplaçant ou la future remplaçante de la personne si effectivement elle décide de partir après son projet de transition pro. On l'a déjà un petit peu abordé tout au long de l'épisode, mais quel est le meilleur conseil que vous donneriez aux RH, aux entreprises qui font face à des salariés qui ont envie de se reconvertir? Moi, le conseil que je donnerais aux RH, aux entreprises, c'est d'abord de ne pas hésiter à nous contacter pour toutes les questions qu'ils peuvent avoir et aussi, s'il le faut, s'ils ont un besoin, pour intervenir auprès de leurs salariés, chez eux, dans leurs entreprises, parce que c'est des choses qu'on peut faire aussi, hein. On a ça aussi dans notre offre de service et ça nous arrive de le faire. Donc, Yannick, si tu as besoin que je vienne, tu n'hésites pas. Voilà, donc déjà là-dessus. Et puis après, au RH aussi, c'est de vraiment de voir, comme le disait Yannick, que c'est les outils qu'on a. C'est des outils pour RH qui peuvent être très utiles pour l'image de marque de l'entreprise. Comme je le disais, tous les secteurs recrutent, tous les secteurs attirent les reconversions, donc faut pas hésiter à laisser partir quelqu'un, quelles que soient les raisons. Et également donc en plus de nous solliciter, nous, comme le droit de la formation évolue sans arrêt, comme on le disait, hein, tous les 3 mois à peu près, on fait des flash RH qui sont gratuits, où on essaie justement de donner un petit peu les mises à jour de qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qui se passe sur la formation. Donc ça dure 3/4 d'heure. C'est en visio, donc de pas hésiter à s'inscrire à travers notre site sur ces sessions. Moi je dirais que pour reprendre une expression un petit peu vieillotte, il vaut mieux un bon divorce qu'un mauvais mariage. Et que c'est aussi intéressant pour l'entreprise, comme on disait tout à l'heure, des fois d'accompagner les projets. Peut-être que la personne, effectivement, partira au bout. Peut-être qu'elle ne restera pas dans l'entreprise une fois qu'elle se sera formée. Et il y a des chances, comme on a vu tout à l'heure et comme on en a discuté, que la personne parte après sa formation. Mais elle partira peut-être avec effectivement une bonne image de l'entreprise, avec l'image d'une entreprise qui accompagne aussi ses salariés aussi bien à l'entrée qu'au départ.
et qui a à cœur en fait de développer les compétences. Et en fait, ce dispositif nous permet de développer les compétences à frais moindres pour l'entreprise, puisqu'effectivement, il y a la prise en charge du salaire, etc. Oui, je pense que pour les entreprises, c'est une possibilité de laisser cette porte ouverte en fait aux salariés qui voudraient partir sur autre chose, sans gros risque en tout cas. Après, comme je disais, ça dépend des métiers, ça dépend de ce que fait la personne, etc. Mais à risque moindre. Dernière question, je vais vous poser la même question, mais côté salarié maintenant. Quel est le meilleur conseil que vous donneriez ça peut être un de nos auditeurs qui hésite encore à se reconvertir. Il écoute ce podcast, il se dit, oh là là, mais moi, j'en peux plus. Moi aussi, j'ai envie de changer de vie, mais j'ai peur, j'ose pas. Quel conseil vous donneriez? Alors, peut-être Yannick d'abord et puis ensuite Philippe. Alors, moi, je vais donner un conseil un peu polémique, mais c'est ce que je dis en fait en face à face avec les salariés qui viennent me voir. Transition Pro est un organisme qui veut dépenser son argent. C'est leur objectif. Comme quand je travaillais en OPCO, le but est de donner l'argent aux entreprises par rapport à leur plan de développement des compétences. Donc, quand on fait ce type de dossier, pour pouvoir avoir un financement sur une formation, eh ben, voilà, il faut montrer en fait à l'organisme financeur qu'on est motivé, qu'on a envie, que le projet tient debout, que c'est pas une idée comme ça qui arrive de nulle part pour déboucher nulle part, que c'est le résultat d'une réflexion, que c'est le résultat d'une recherche, que c'est dans un but particulier qui correspond aussi bien à une envie que à une réalité après sur le terrain, de pouvoir trouver du boulot, etc. Parce que en fait, je parle pour Transition Pro, mais c'est ce que je dis aussi à mes salariés. Ils ont envie de savoir qu'ils vont pas dépenser de l'argent pour une personne qui après va faire autre chose ou que ce sera pour rien. Donc, tout en fait dans le dossier doit exprimer la volonté, la motivation, l'envie, la réflexion, pour que, en fait, quand on lit le dossier, Transition Pro et la commission qui va regarder sur le dossier soient prêts à dire mais oui, finançons. Voilà. Donc moi c'est ce que je dis effectivement. Je dis la lettre de motivation par exemple qui peut y avoir dans le dossier, c'est l'instrument le plus important parce que en fait de tous les autres aspects du dossier, le coût de la formation, la durée de la formation, la date de formation, etc. Tout ça, en fait, c'est des choses qui sont extérieures à la personne. Elle n'a pas le choix, elle prend ce qu'on lui donne. Elle peut choisir l'organisme, mais bon, elle choisira pas la date. La lettre de motivation, c'est là où la personne a ses armes, en fait, et a la possibilité de pouvoir dire, voilà ce que je veux faire, voilà pourquoi ça m'intéresse, voilà pourquoi j'ai envie de le faire, ça correspond à mon envie, mon besoin, mon projet. Et alors toi, Philippe, le meilleur conseil que tu donnerais à un auditeur qui hésite à se reconvertir et à prendre votre argent finalement? Alors, justement, tu fais bien de le mentionner parce que ce n'est pas notre argent, mais au départ, c'est bien l'argent des entreprises, enfin, du fait des salariés, des cotisations qu'ils ont payées sur les salariés, hein. Donc, nous gérons l'argent des entreprises privées. Et c'est pour cela, d'ailleurs, hein, pour que ça ait un sens quand même, que nous ne pouvons financer que des salariés du secteur privé et que des fonctionnaires qui nous appellent, non, on ne peut pas. Mais juste pour continuer dans la lancée de ce que disait Yannick, parce que c'est très important, la lettre de motivation. Alors, le projet aussi, pourquoi, il faut bien l'expliquer, parce qu'il faut quand même bien comprendre que c'est le coût moyen d'un dossier, c'est à peu près 30 000 euros. Quand j'emprunte 30 000 euros à la banque, si je lui mets 3 lignes en lui disant j'ai besoin de 30 000 euros parce que je dois me faire une piscine et voilà, et merci, je suis pas sûr que ça marche. Là, c'est pas un emprunt, cet argent, et on l'a pas dit, les personnes n'ont pas à le rembourser. Même si elles ne mettent pas en œuvre leur projet, même si elles abandonnent pendant la formation, même si elles n'obtiennent pas le diplôme, elles n'ont aucun compte à rendre. On a des services qui expliquent cela, qui expliquent les critères de prise en charge. Je pense que ça a été, enfin je sais pas que je pense, je sais que ça a été très bien expliqué par Pascal et Thierry sur le podcast dont tu parlais en début. Hein, donc voilà, allez revoir le podcast. Mais le meilleur conseil que je donnerais, c'est on est ouvert, on a des bureaux à Bordeaux, à Limoges, à Niort. On est ouvert au public. Faut pas hésiter à venir nous voir. Faut pas hésiter. Faut surtout aller sur notre site, voir toute l'offre de services qu'on déploie et qu'on essaie d'enrichir chaque année pour répondre aux questions. De pas attendre. Et puis aux salariés, par rapport à ce que tu disais, n'attendez pas que ça aille très mal pour vous poser des questions, pas tout seul, avec
un conseiller en évolution professionnelle d'abord, comme je le disais tout à l'heure. Attendez pas pour nous appeler. Si vous avez, quelles que soient les questions que vous avez, faut pas hésiter à nous appeler. Nous, on vous redirigera vers les bons interlocuteurs si on n'a pas la réponse, et on vous accompagnera sur les dispositifs si c'est ça votre question. Mais comme on le faisait du temps du FONGECIF, depuis qu'on est Transition Pro, et ce qu'on continue à faire, quand les gens nous appellent, on les prend un peu par la main et on la lâche plus. Alors, votre site internet, c'est www.transition-pro-na.fr. Et pour les auditeurs qui voudraient ensuite être redirigés vers le Transition Pro de leur région, le site, c'est www.transition-pro.fr. Donc voilà, faut pas hésiter puisque vous êtes là pour aider les auditeurs à se reconvertir. C'est un vrai coup de baguette magique qui existe vraiment, c'est pas une blague. Un grand merci, donc merci beaucoup Yannick de Beneteau et merci beaucoup Philippe de Transition Pro Nouvelle-Aquitaine. Vraiment un grand merci pour tous vos conseils et puis toutes vos explications. Merci bien. Merci. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcasts, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion. Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.